Bonsoir François Coq, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Première question, elle concerne Jean-Luc Mélenchon. On parle beaucoup de lui, évidemment, après cet échec aux européennes de la France insoumise. Personne n'est capable de fédérer la France insoumise comme Jean-Luc Mélenchon. C'est ce qu'assurait aujourd'hui même le député LFI Éric Coquerel, estimant que le mouvement avait besoin d'une telle figure tribucienne. Il dit, toujours le cas, selon vous, vous partagez l'avis d'Éric Coquerel? En tout cas, je partage le fait que la France insoumise continue à avoir besoin sans doute des 3 piliers sur lesquels elle s'est constituée, à savoir un programme, mais pour le coup elle l'a, c'est l'Avenir en commun qui a été le programme de l'élection présidentielle et qui a rassemblé 7 millions de personnes quand même. Une stratégie qui était à la base la stratégie de la révolution citoyenne, et c'est vrai que depuis quelques mois celle-ci est interrogée, d'autres et certains ont pu penser que on le voyait, on avançait vers une forme de rassemblement de la gauche qui se faisait au détriment de cette façon de fédérer le peuple. Et puis, bien sûr, la fonction tribunicienne qui est reconnue comme un objet politique. Après, la question de qui incarne la fonction tribunicienne est une question politique qui doit pouvoir être légitimement posée. Alors tout de même, le 6,31%, ça fait mal, hein, à l'instar des Républicains. On se pose des questions sur l'avenir de la France insoumise. Vous, votre analyse de cet échec aux européennes, il est comment? Fou celui qui dirait que ce résultat n'est pas un échec électoral. Bien évidemment, c'en est un, et il faut en chercher les causes, pas tant dans des raisons exogènes que dans des raisons endogènes. Quelle a été la stratégie de la France insoumise au sein de cette élection? Depuis un an, la France insoumise porte une stratégie qui est celle du référendum anti-Macron, qui est vu comme l'alpha et l'oméga des mots d'ordre à distiller à la population. Eh bien, on a vu que ce référendum anti-Macron, s'il existe réellement dans le pays, puisque je rappelle que 90% des gens n'ont pas voté pour le président. Le président a recueilli 10% du corps électoral lors de ces élections. Donc il y a eu un très fort rejet à partir du moment où Emmanuel Macron a voulu cliver. Mais ce n'est pas la France insoumise qui en a bénéficié. Pour ça, il aurait fallu qu'elle soit sans doute plus claire, qu'elle ne louvoie pas entre deux lignes. Un coup, essayer de dire qu'on va rassembler la gauche en faisant des clins d'œil appuyés à certains, voire en les intégrant directement dans le mouvement. Et puis, d'un autre côté, des espèces de saillies, certains disent populistes, je suis pas sûr que ce soit le terme adéquat. En tout cas, cette espèce de confusionnisme qui a régné a fait que la France insoumise n'a pas été lue comme un vecteur capable d'incarner l'aspiration populaire extrêmement forte qui s'est pourtant manifestée avec le mouvement des Gilets jaunes. Justement, ce mouvement des Gilets jaunes, on a vite compris que c'était plutôt le Rassemblement national qui capitalisait sur ce mouvement. Vous l'expliquez comment? C'est un regret pour vous? C'était finalement le cœur de votre électorat et vous êtes passé à côté, vous, la France insoumise? Je ne suis pas sûr que ce soit le Rassemblement national qui ait capitalisé là-dessus. Je vais faire remarquer que le Front national, tout vainqueur qu'il soit d'un point de vue mathématique de l'élection, n'a jamais recueilli que lui aussi à peine plus de 10%, 11% du corps électoral. Autrement dit, il n'y a pas eu une vague en faveur du Rassemblement national lors de cette élection. Et cette vague a d'autant moins eu lieu chez les Gilets jaunes. Vous savez, les Gilets jaunes sont des gens qui ont surtout remis la question démocratique au sein du débat politique. Et les questions identitaires telles qu'elles sont posées comme ligne de faille, ligne de fracture par le Rassemblement national ne sont pas les questions qui structurent la société pour les gens qui sont investis au sein du mouvement des Gilets jaunes. Je l'ai dit, ils ont posé une question. Ils sont la pointe avancée de la société en disant « Nous avons aujourd'hui un impératif démocratique qui est devant nous ». Ils l'ont porté dans le pays. Il faut aujourd'hui que le pays s'en saisisse et je plaide pour qu'un vaste mouvement constituant amène justement les grandes masses à s'emparer de ce sujet. Alors, dans l'autopsie d'un échec, il y a également la personnalité même de Jean-Luc Mélenchon qui est souvent remise en cause ici ou là. Une des figures de la France insoumise, Charlotte Girard, a d'ailleurs claqué la porte ce week-end. Elle a annoncé son départ du mouvement, fustigeant sa désorganisation, l'impossibilité d'y exprimer ses désaccords et l'écart que LFI n'a pas comblé avec les gens. Alors, l'impossibilité d'exprimer ses désaccords, c'est pas la première fois qu'on entend ça. Est-ce que c'est votre sentiment aussi au sein du parti LFI? Écoutez, les désaccords, on peut toujours les exprimer. Après, par contre, pour qu'ils soient entendus, c'est encore autre chose. Moi, j'exprime des désaccords. Je l'ai dit il y a un instant sur la question de la ligne stratégique. Je trouve en l'espèce que, d'une certaine façon, Jean-Luc Mélenchon s'est hollandisé au cours de cette dernière année, puisqu'il a cherché à être l'équilibre, à faire la synthèse entre deux courants contradictoires au sein de la France insoumise. Sauf qu'en réalité, la difficulté est que la stratégie
de rassembler la gauche est contradictoire avec la stratégie de fédérer le peuple, quand dans le même temps la stratégie de fédérer le peuple est englobante de la stratégie de rassembler la gauche. Il y a donc eu une erreur stratégique extrêmement importante. Je crois que ces choses-là, elles font partie du débat public, elles font partie du débat politique. On peut exprimer ces contradictions. Après, si la France insoumise n'est pas capable d'intégrer cette capacité de débat, mais surtout ensuite de savoir se reprendre pour repartir sur des bases extrêmement saines et reprendre le fil du lien populaire qu'elle avait su tisser en 2017, eh bien, c'est que l'outil n'est plus adapté à la période et dans ce cas-là, il faudra sans doute faire avec un autre. Pour vous, il faut aller vers une stratégie plus populiste, c'est cela, si on vous comprend ? Je ne sais pas si le terme populiste est un terme générique suffisant à qualifier cet espoir, cette ambition extrêmement forte qui se manifeste dans le champ démocratique. Vous savez, les gens veulent retrouver aujourd'hui cette question de la liberté. À mon avis, l'axe structurant de la société aujourd'hui, celui qui permettra de créer demain une majorité populaire, c'est cette question de la liberté qui nous est si chère à nous autres Français. Cette liberté prise au sens des anciens, celle qui se confond avec la participation collective et directe à la souveraineté. Je crois que c'est ça aujourd'hui qui permet de rassembler le grand nombre. Alors Clémentine Autain, qui est très critique elle aussi envers le mouvement, elle appelle à un Big Bang à gauche avec une première réunion le 30 juin à Paris. C'est la bonne solution qu'elle propose, Clémentine Autain. Il faut se mettre autour d'une table et relancer les dés. Écoutez, elle propose de débattre. Alors, puisqu'elle propose de débattre, débattons. J'ai entendu Raquel Garrido qui lui faisait cette réponse et je trouve que c'est une réponse assez adaptée. C'est sans doute le moment quand même, après l'échec électoral que la France insoumise vient de subir, de mettre tout sur la table et enfin de prendre des décisions. Moi, je suis un petit peu embêté qu'il y ait une forme de silence qui se manifeste depuis une quinzaine de jours. Alors, je sais bien qu'il y a une assemblée du mouvement qui aura lieu le 23 juin prochain. On verra bien ce qu'il en sort. Moi, je vais regarder ça un petit peu comme spectateur de la place de Banny qui est la mienne. De Banny, vous dites, c'est une blessure personnelle Je ne vais pas dire que ça a été une grande joie pour moi que de voir mon engagement politique requalifié et détourné par Jean-Luc Mélenchon et être falsifié de la sorte en me traitant de nationaliste. Si être nationaliste, c'est être attaché à la nation en tant que corps politique constitué, autrement dit le républicanisme français, l'héritage de Rousseau et des Lumières, eh bien dans ce cas-là, je le revendique. Je suis pas sûr que dans la manière dont il l'a exprimé, ça avait cette teinte-là, cette connotation-là, et je crois qu'il a surtout voulu ce jour-là me faire offense. Alors, je ne veux pas vous faire offense, mais je suis journaliste. Vous pourriez suivre le même destin, finalement, que Andrea Cotterra, qui est passé la République... non, pas la République, pardon, le RN. Ça vous a choqué ? Vous pourriez suivre le même chemin ? Andrea Cotterra s'est trompé. Il a commis des erreurs importantes d'analyse politique en rejoignant le Rassemblement national. Puisqu'il y a aujourd'hui des lignes de faille qui structurent la société. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le bipartisme du vieux monde qui s'est aujourd'hui écroulé. Nous ne sommes plus dans l'époque des grandes coalitions qui avaient pour vocation de préserver le système. Nous sommes rentrés dans une période de démocratie minoritaire. Et dans cette période-là, aujourd'hui, il faut restaurer l'esprit démocratique. Vous savez, le champ politique est en train de se reconfigurer en 3 grands pôles. Il y a le pôle du Front National qui vise à capitaliser sur le bloc identitaire. Et la ligne de faille est clairement la ligne identitaire qui ne peut pas être ni la mienne ni celle de ceux qui ont au cœur l'universalisme républicain. Il y a le bloc bourgeois qui est en train d'être pris par Monsieur Macron qui définit une ligne de faille qui est la question de l'individualisme et l'individu avant tout. Et puis il y a finalement un 3e pôle qui n'a pas encore émergé, mais qui émergera sans conteste dans les années à venir, puisque RN et Macron, quand bien même on veut nous vendre ce duel pour la suite, ne rassemblent à eux deux que 20% du corps électoral. Eh bien, ce 3e pôle, il faut que ce soit celui de l'humanisme émancipateur. Et je pense que la ligne de crête qui permettra de faire émerger ce pôle-là, c'est celle de la liberté, celle de la question démocratique. Alors, le gouvernement va proposer un vote de confiance, un discours de politique générale. Mercredi, c'est Édouard Philippe qui va s'en charger. Est-ce que vous en attendez encore quelque chose ? Madame Ndiaye a répondu au lendemain même de l'élection européenne en disant que le gouvernement prolongerait la politique qui est la sienne. Ce qui se passe, ce n'est jamais rien d'autre qu'un détournement de souveraineté de la part du gouvernement qui finalement sort affaibli des urnes et qui pour autant proclame qu'il poursuivra toujours la même politique et qu'il la poursuivra de manière brutale et injuste, si j'en juge par exemple par les annonces qui ont été faites sur la question des retraites, puisqu'on nous dit qu'en 2025, on passera à 64 ans pour avoir une retraite à taux plein.
plein, en 2037 à 65 ans pour avoir une retraite à trop plein. Autrement dit, M. Macron nous dit qu'il maintient l'âge légal à 62 ans, mais finalement, il triche derrière. M. Macron est un falsificateur, un manipulateur professionnel qui fait ses coups en douce et qui est tout sauf franc du collier. Alors vous dites qu'il est sorti affaibli des urnes, certes, il a tenu, il y a une forme de solidité, tout de même, il n'y a pas eu un effondrement de la République en marche, il y a même quelques points ici ou là qui sont gagnés dans les sondages, un mouvement des 6 gilets jaunes qui s'essouffle, vous regardez ça de quel œil? Est-ce que finalement vous êtes surpris que ça tienne? Surpris non, parce que le résultat électoral traduit la pièce que nous joue M. Macron depuis un an déjà, en se mettant et en construisant un face-à-face artificiel avec le Rassemblement national. Sauf que ce que l'on constate, c'est que un électeur sur 2 n'est pas allé aux urnes le 26 mai dernier, et que parmi ceux-ci, ils se sont dispersés largement entre différentes forces et entre les différentes listes en présence. Regardez bien quand même, à peine 1/10 du corps électoral qui se reporte sur le président sortant, qui a créé des lignes de faille telles que c'était lui ou tout ce qui était contre lui était jugé comme un adversaire du pouvoir en place, et bien finalement, il y a 9 personnes sur 10 qui rejettent aujourd'hui le pouvoir et la politique d'Emmanuel Macron. Clairement, on se doute que vous n'allez pas défendre les Républicains ici, mais clairement, vous avez trouvé cela comment, cette pression qu'on mettait sur les maires républicains, notamment Édouard Philippe, pour les amener à la République en marche? Est-ce que selon vous, c'est antidémocratique ou c'est le jeu de la politique, tout simplement? J'ai trouvé que c'était surtout de très vieilles pratiques de tambouille pour ramener les uns et les autres à la maison, à l'ancienne maison, à la nouvelle maison qui n'est jamais autre que l'ancienne qui a été repeinte. Vous savez, aujourd'hui, quand on voit le glissement électoral et que la nature de la structure de la base électorale de M. Macron a glissé et a changé, celle qui était en 2017 constituée largement par un électorat dit de gauche, qui aujourd'hui est largement un électorat qui provient des Républicains, on voit finalement que M. Macron a capter l'ensemble de cet électorat-là, et celles et ceux qui aujourd'hui vont faire le geste d'aller rejoindre M. Macron, finalement, ils vont à la gamelle comme les autres. Merci beaucoup François Coq d'avoir été avec nous en direct sur RT France. Merci.